Aujourd'hui, je vais vous parler je vais m'attacher à deux figures animalières que l'on retrouve dans deux œuvres assez différentes à plusieurs égards, mais aussi qui ont quelques points communs, tant du point de vue des thèmes littéraires que de la réception critique de ces thèmes. Alors, les deux textes sont l'Âne d'or d'Apulée, également appelé les Métamorphoses, j'ai un exemplaire ici, et l'autre texte, c'est le dialogue du Chapon et de la Poularde de Voltaire. Alors, on a des différences évidentes, évidemment, avec d'un côté un texte antique qui a été écrit dans la seconde moitié du IIe siècle après Jésus-Christ par un auteur latin, Apulée, et un texte moderne écrit autour de l'année 1762, donc le dialogue du Chapon et de la Poularde. Donc le texte a été publié un an plus tard, mais on estime que le texte a été écrit autour de 1762. Un texte antique, un texte moderne, un texte très long. Les Métamorphoses d'Apulée sont un texte de 400-450 pages. C'est un des plus longs textes romains. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est le seul roman latin qu'on a conservé intégralement jusqu'à aujourd'hui. Et de l'autre côté, le texte de Voltaire est extrêmement court, 5 ou 6 pages seulement. Et il y a un point commun qui est extrêmement intéressant, c'est la question du brouillage de la frontière entre l'humain et l'animal au prix de procédés assez différents. Alors, chez Voltaire, ce brouillage n'est pas vraiment explicité, on arrive immédiat res au milieu d'une discussion entre ces deux volailles, un chapon et une poularde. Donc un chapon, c'est un coq qui a été castré, une poularde, c'est une poule à qui on a retiré l'utérus et les ovaires, afin d'être engraissés. Donc ces deux volailles, ces deux animaux sont spontanément doués de parole et de raison. Ils vont converser sur la nature humaine, sur la nature animale aussi, sur les malheurs du genre animal, sur la violence des êtres humains à leur endroit. Alors chez Apulée, c'est assez différent. Il n'y a pas vraiment une explication. Il y a aussi un procédé qui est plus complexe, puisque Lucius, le personnage principal, le narrateur, est un jeune homme, il a une vingtaine d'années à peine, dont la copine s'appelle Photis. Et Photis est une servante chez une femme qui est une sorcière. C'est une femme bourgeoise, mais pendant la nuit, elle se livre à des manipulations, il y a des œuvres de magie noire. Elle est capable de se transformer en différents types d'oiseaux, notamment en chouette, en hibou, etc. Et Lucius, le jeune homme, le narrateur, est très curieux des choses de sorcellerie, et il insiste auprès de sa copine Photis pour assister à l'une de ces métamorphoses. Et donc il assiste à une des métamorphoses, il veut imiter la sorcière, et sa copine décide de lui donner un coup de main et lui donne une des pommades qu'utilise la sorcière pour devenir un animal. Alors le problème, évidemment, c'est qu'il y a toujours un problème dans ce cas-là, elle se trompe, la copine de pommade, elle donne une mauvaise pommade qui transforme Lucius en un âne. Donc l'âne étant évidemment l'animal le plus humble, le plus méprisé de tous les animaux. Et pendant l'essentiel du roman, Lucius va vivre sous les traits de cet âne et va vivre tout un tas d'aventures plus ou moins malheureuses, enfin, surtout malheureuses, et il va en même temps conserver son intelligence humaine. Donc en fait, c'est un processus qui va permettre une expérience de lecture vraiment passionnante, une narration qui va être assumée par un animal, et ça va permettre de se faire un décentrement qui me semble vraiment intéressant, puisque le monde humain va être perçu à travers les yeux d'un spectateur inhumain, non-humain ou infra-humain, et ce personnage va être le témoin privilégié des affres humaines, et ça va proposer donc une vision du monde non anthropocentrée. Alors ça, c'est un processus que Apulée inaugure en quelque sorte, qu'on va retrouver plus tard, en Espagne, en Allemagne, en littérature anglaise aussi. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est le colloque des chiens de Cervantes. Mais même dans la sphère francophone et française, on a ce genre de procédé qui a été repris tardivement au XIXe siècle. C'est assez courant pour la littérature de jeunesse, par exemple. On va la mémoire d'un âne, mémoire d'un chien, etc. On trouve ça plus récemment avec Alice Fernet, par exemple, dans La Guerre, ou Tristan Garcia qui fait parler un singe. Il y a aussi deux textes que j'aime beaucoup, le texte de Patrice Ngaland, qui est un écrivain camerounais, puis évidemment plus récemment encore, Wadji Mwawa va utiliser le même processus. Donc en fait, c'est l'auteur qui donne cette idée-là de créer un narrateur qui
soit un animal, c'est une idée donc, qui vient d'Apulée, donc du IIe siècle après Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses à dire sur Landor, pour plusieurs raisons, parce qu'il s'agit d'un roman qui est drôle, qui est foisonnant, qui est érotique, qui est cruel, etc., qui donne aussi beaucoup d'informations aux historiens qui travaillent sur la vie quotidienne dans l'Antiquité. Donc je voudrais, pour Landor et pour le dialogue du Chaperon et d'Apoulard, me concentrer sur un élément central, en l'occurrence le discours que tiennent les animaux à propos de la violence que leur infligent les êtres humains. Et dans les deux cas, c'est assez clair, hein, cette violence contre les animaux est absolument omniprésente. Elle est même le point de départ de la conversation entre les deux volailles chez Voltaire. Tout au début de la petite pièce, le Chaperon salue la poularde et lui dit « Et mon Dieu, ma poule, te voilà bien triste, qu'as-tu » La poularde répond « Mon cher ami, demande-moi plutôt ce que je n'ai plus. Une maudite servante m'a prise sur ses genoux, m'a plongé dans le cul une longue aiguille, a saisi ma matrice, l'a roulée autour de l'aiguille, l'a arrachée et l'a donnée à manger à son chat. Me voilà incapable de recevoir les faveurs du chantre du jour et de quoi. » Et le Chaperon réplique « Hélas, ma bonne, j'ai perdu plus que vous. Ils m'ont fait une opération doublement cruelle. Ni vous ni moi n'aurons plus de consolation dans ce monde. » Évidemment, puisqu'il a été castré. Donc, comme souvent chez Voltaire, les actions les plus atroces sont décrites sur un ton léger, indifférent et même badin, ce qui est évidemment le principe de son livre noir. Mais on note ici, ce qui est vraiment intéressant, la vulnérabilité des animaux qui sont alternativement et successivement le jouet des humains qui mutilent de manière impitoyable leur corps. Un autre élément qui est très intéressant dès cette ouverture, qui concerne cette violence contre les animaux, et bien en réaction, il y a une colère qui est très forte et qui ira croissant tout au long du dialogue. Alors, ça c'est chez Voltaire. Chez Apulée, à partir du moment, passé le moment de la surprise de la transformation en Inde, donc dès le tout début de sa transformation, au bout de quelques minutes, Lucius devenu un âne part se réfugier dans une grange avec un autre âne et avec un cheval. Et comme il a faim, il décide de manger un petit peu d'avoine, mais comme il y a quelqu'un qui s'occupe de l'âne et du cheval qui sont déjà là, le gardien se met en colère, et au bout de quelques instants, il va frapper Lucius qui devient donc l'objet de ses coups. Donc en fait, c'est vraiment au bout de quelques pas, de quelques lignes, l'âne commence à subir la violence d'un être humain. Et tout de suite, explique Lucius le narrateur, et tout de suite, il se cherche une arme, tombe sur un fagot de branche qui se trouvait là par hasard, le fouille, choisit la plus forte et la plus feuillue et m'inflige une effroyable bastonnade. Bastonnade longue dure de très très longues minutes. Pourquoi est-ce qu'elle s'arrête? Pas parce que l'être humain est pris de remords ou est fatigué, etc., de lui faire du mal, mais parce que il y a plusieurs voleurs qui arrivent dans l'étable, qui font fuir le valet et qui emportent Lucius et les deux autres animaux. Alors est-ce que le sort de Lucius s'améliore grâce à ces brigands, à ces voleurs? Absolument pas. Parce qu'en fait, ils vont charger démesurément l'âne et vont lui faire subir des coups encore plus atroces. Et Lucius explique « Je n'étais guère mieux qu'un mort, accablé par la lourdeur de mon bas, la raideur de la pente et la longueur du chemin. » Alors, ça on est au tout début donc, de la transformation de Lucius. Dans ces deux textes, ce qui est vraiment clair, ce que les deux auteurs veulent souligner, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de violence dirigée vers un but, c'est-à-dire dans un premier cas engraisser les volailles et dans l'autre faire avancer les ânes. Cette violence qui est instrumentale va entraîner une autre violence qui est plus gratuite et qui va carrément flirter avec la cruauté. Alors pour Voltaire, ça va être, par exemple, il y a plusieurs exemples, il y a un exemple qui est intéressant, c'est cette coutume qui consiste à crever les yeux des volailles engraissées, donc le Chaperon va mentionner. Et chez Apulée, ce sont les coups qui sont portés aux ânes, et en général, et à Lucius en particulier. Et cette violence va vraiment confiner avec le pur sadisme. Lucius va raconter qu'un des ânes, par exemple, avec lequel il a travaillé, tombe sous les coups des êtres humains qui sont propriétaires, et comme ils sont très en colère parce que l'âne ne peut plus avancer, ils décident de le découper vivant, ils coupent les membres supérieurs et inférieurs, et jettent le reste de la falaise.
alors que l'animal est encore conscient. Il y a d'autres scènes qui sont extrêmement violentes comme ça. Il y a une scène de castration qui est décrite. Il y a aussi un autre épisode où Lucius est au service d'un garçon qui est encore plus sadique que les autres. Et au lieu de l'aider à se le relever, il le frappe de plus en plus fort, à tel point que Lucius songe à un moment à se suicider. Alors, ces discours sur la violence des hommes contre les animaux, à quoi elle peut bien servir? Il y a trois choses que j'aimerais souligner. La première, c'est que ça permet, à travers la souffrance des animaux, et donc à travers les plaintes que les animaux vont faire retentir, ça permet de faire renforcer un processus d'identification des lecteurs avec les personnages. L'identification avec Lucius n'est pas si difficile parce que Lucius est un être humain à l'origine. Il est transformé simplement momentanément en un animal. Dans le cas du chaperon de la Poularde, c'est un petit peu plus difficile cette entreprise d'identification. Et ce qui va permettre l'identification, c'est surtout la souffrance qui est mentionnée. Parce qu'en fait, c'est le seul élément qui est vraiment réaliste du dialogue. Évidemment, les chaperons et les Poulardes ne parlent pas. C'est grâce à la souffrance et à la plainte que le lecteur peut partager l'expérience animale. Il y a un article très célèbre de Thomas Nagel qui s'appelle « Qu'est-ce que ça fait que d'être une chauve-souris? À quoi ça ressemblerait d'être une chauve-souris ?» Donc c'est un texte qui est mentionné, qui est commenté par Elisabeth Costello dans le roman de Claudie. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interventions sur Claudie, donc je pense que vous allez avoir l'occasion de réfléchir à cette question-là. Donc Nagel explique qu'on ne pourra jamais savoir ce que ça fait d'avoir la subjectivité d'une chauve-souris, mais il me semble, et c'est ce que Elisabeth Costello dit aussi, il y a une manière de comprendre la subjectivité d'un animal, c'est le partage de la souffrance. Le partage de la souffrance, c'est quelque chose qui est universel, ça permet de construire un pont, je crois, entre les subjectivités animales et humaines. Donc c'est ce qui se passe là avec Voltaire, en insistant sur la violence et sur la plainte et sur la douleur physique qu'il crée, il facilite en quelque sorte les conditions de possibilité de l'identification empathique. Ça permet de sympathiser, d'empathie au sens propre avec elle. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, au niveau du personnage, cette fois-ci, il y a une dimension clairement initiatique dans la souffrance qui est ressentie. Cheminement vers la sagesse. Alors, cheminement vers la sagesse qui est plus léger chez Voltaire que chez Apulée. Chez Voltaire, le chaperon est plus sage que la Poularde. Il y a un biais sexiste assez évident. Le chaperon mansplain la Poularde tout au long du dialogue. Donc il est plus savant, il se dit plus savant parce qu'il connaît plus de choses sur la cruauté des êtres humains. En fait, disons, il est plus savant en général parce qu'il est plus savant en particulier sur la souffrance ressentie, que ce soit par les volailles, mais plus généralement par les animaux. Il y a un passage très intéressant sur la souffrance des poissons. Alors cette question de la sagesse est plus intéressant, plus profond chez Apulée, puisque pour Lucius, vivre la vie inférieure, en quelque sorte, d'un âne est un moyen d'accéder à une vie supérieure, une vie presque supra-humaine, et de découvrir les vérités sublimes de la philosophie de la religion. Ça, c'est évident parce que, en réalité, on comprend rétrospectivement que cette transformation en âne était un test, en quelque sorte, une épreuve que lui avait donnée Isis, qui est une des déesses égyptiennes, dont le culte commence à se répandre à ce moment-là. Apulée connaît bien le culte isiaque, de la vénération d'Isis, parce qu'il a été initié à ces mystères, et parce que c'est un des cultes qui se propage très fortement en compétition avec le christianisme et d'autres sectes ou religions. En fait, à la fin du roman, Lucius, par hasard, tombe sur une procession qui est rendue en l'honneur de la déesse Isis. Et Isis, en quelque sorte, a le pouvoir de retransformer Lucius en être humain. Donc il regagne sa forme humaine au cours de cette procession et il a l'idée de remercier Isis en participant à ces mystères, en se faisant initier lui-même. Donc en fait, la transformation en âne était vraiment un rite initiatique, un moyen donc, de connaissance des vicissitudes
des vicissitudes, et la médiocrité de la vie terrestre, afin de mieux participer, de mieux tendre à une vie contemplative, une vie intellectuelle, spirituelle, etc. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, quelle leçon pour le lecteur maintenant? À quoi sert cette violence racontée par les animaux? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces voyages aux confins de l'animalité et de l'humanité? Il y a plusieurs leçons, surtout en ce qui concerne l'Andor. Je ne prétends pas épuiser tous les sens de ces deux œuvres non plus. Il y a un élément qui est intéressant, qui va nous intéresser, je crois, un élément qui se dégage, c'est le fait de la nécessité de reconsidérer notre rapport aux animaux, en particulier notre manière de les traiter, c'est-à-dire nos éventuels devoirs envers eux. Le plus élémentaire des devoirs étant, bien entendu, de ne pas les maltraiter, de ne pas les tuer, de ne pas leur faire du mal. C'est très clair, ça, chez Voltaire, dans son dialogue, qui fait clairement l'apologie des pythagoriciens, c'est-à-dire des végétariens de l'Antiquité. Voltaire va aussi, à travers ses volailles, faire l'éloge de Brahmanes, ces prêtres hindous, qui sont végétariens, qui dépassent en moralité et en compassion les Européens, plus particulièrement les prêtres européens, qui ont en fait l'impudence de voyager en Inde pour prêcher la compassion et la charité à des hindous qui en fait l'emportent en moralité et en compassion sur les prêtres catholiques. Donc Voltaire va vraiment très clairement vanter le végétarisme. Alors, le végétarisme n'a pas de nom à l'époque, mais Voltaire le décrit dans le dialogue comme cette loi sainte, je cite, qui depuis des milliers de siècles défend de manger des animaux. Élément intéressant de cet éloge du végétarisme chez Voltaire, dans ce dialogue précisément, puis même dans d'autres œuvres, assez souvent le végétarisme est lié à, est coloré de manière un petit peu sombre et se teinte de misanthropie. Il y a quelques exemples dans le texte, un exemple qui est celui-ci, qui intervient lorsque la poularde vient d'apprendre en fait, qu'elle était engraissée simplement pour être mangée par des humains. Donc elle s'exclame à l'encontre des êtres humains: quels abominables coquins, je suis prête à m'évanouir. Quoi, on m'arrachera les yeux, on me coupera le cou, je serai rôti et mangé. Ces scélérats n'ont point de remords. C'est une question à laquelle répond le chapeau en disant: non, mon ami, les hommes n'ont jamais de remords des choses qu'ils sont dans l'usage de faire. Et un petit peu plus loin, à la fin du dialogue, lorsque l'éleveur, en train de s'approcher de la poularde pour l'égorger, la poularde s'exclame: que ne puis-je manger, que ne puis-je donner au scélérat qui me mangera une indigestion qui le fasse crever? C'est assez brutal, évidemment, et en fait, cette brutalité, en fait, elle rejoint la vigueur du plaidoyer végétarien de Voltaire dans ce texte-là. Alors, ces éloges du végétarisme sont plus subtils chez Apulée, mais on voit très clairement chez Lucius, le personnage principal, une évolution. Alors, il est présenté comme un grand amateur de saucisses, un grand mangeur de saucisses avant sa transformation. Alors, évidemment, pendant qu'il est sous la forme d'un âne, il ne peut plus manger de viande, donc il a une diète vraiment végétalienne. Et à l'issue de sa retransformation en être humain, au moment où il veut s'initier au culte d'Isis, il veut donc devenir un prêtre d'Isis, et bien il doit adopter un régime végétarien. Et ça, en fait, c'est un élément important de son initiation. Apulée connaît bien l'initiation, et Lucius décrit l'initiation qui se passe en 3 étapes de 10 jours environ. Il doit faire plusieurs choses. Il y a un élément qui revient systématiquement, c'est l'abstinence de produits d'origine animale. L'idée, c'est, je cite, manger de rien qui avait été en vie. Ça, c'est une formule qu'on trouve chez Apulée, mais qu'on trouve aussi chez d'autres auteurs de l'Antiquité, parce qu'ils parlent de végétarisme. Il ne faut pas manger quelque chose qui a été en vie, qui est encore en vie. Et donc, à l'issue de ces 3 étapes, il devient initié au culte d'Isis, et il devient définitivement végétarien. Je cite Lucius: dès ce jour, je commençais à m'abstenir des viandes, ces nourritures profanes et défendues, comme les autres religieux, afin que mon esprit pût mieux atteindre aux secrets les plus cachés de cette sainte religion. Alors cette conclusion, cette leçon finale, le végétarisme, ça peut paraître un peu surprenant. Au XVIIIe siècle, et encore plus dans l'Antiquité, elle a d'ailleurs paru bien surprenante à beaucoup de critiques littéraires. C'est pareil, je voudrais conclure cet exposé par le fait que beaucoup de commentateurs, en fait, la grande majorité d'entre eux, aient occulté ou dénié cette question
qui en fait excède très largement le cadre alimentaire. Donc, par exemple, il y a très peu d'études, voire aucune étude qui porte sur ce thème chez Apulé et dans Landor. Alors, ça, cette occultation, c'est pas propre au cas de Landor et d'Apulé. Même dans le long traité de Porphyre qui a été consacré au végétarisme, c'est un texte qui est extrêmement riche, extrêmement complet, qui a été conservé dans sa quasi-intégralité. Il y a même sur Porphyre qui travaille sur le végétarisme, il n'y a aucune étude, il n'y avait en fait aucune étude encore sur ce texte-là. Là, je parle d'il y a une grosse dizaine d'années, en fait, j'avais consacré ma maîtrise de lettres classiques au texte de Porphyre. Il n'y avait rien du tout en langue française, qui est quand même assez incroyable, mais les choses sont en train de changer doucement. Plus incroyable encore en ce qui concerne l'Antiquité, cette question végétarienne, il y a un célébrissime plaidoyer d'Ovide dans les Métamorphoses, dans ses Métamorphoses à lui, qui a été c'est un texte très beau en faveur du végétarisme, mais le texte n'a absolument pas été commenté ou rarement commenté. Quand je travaillais sur ce texte-là, il y a un très grand professeur de littérature classique à Nanterre qui avait écrit sur ce texte en disant « Non, Ovide ne se faisait pas le propagandiste illuminé d'un végétarisme intégral, il consommait certainement de la viande comme les autres Romains de son temps. » C'est pas si clair, il y a plutôt des preuves du contraire. Donc ce professeur Jean-Paul Brisson ironisait sur cette question végétarienne de l'Antiquité en disant, à propos du texte d'Ovide, que faut-il comprendre? Quelque chose comme une campagne contre la chasse à la tourterelle. C'est censé être ironique, et il poursuit en disant « Ne tombons pas dans le piège de ce premier degré puérilement écologique. » En fait, vous voyez très clair en faveur du végétarisme, des textes qui demandent au lecteur de prendre conscience de la souffrance animale, et c'est balayé d'un revers de la main. Ça, c'était encore il y a 20 ou 25 ans. Alors, quant au végétarisme explicite du Chapon et d'Apoulard, il n'y avait aucun éditeur de ce texte-là, jusqu'en 2014, au moment où j'ai sorti ma mini anthologie sur le végétarisme de Voltaire, il n'y avait aucun éditeur de ce texte qui parlait du végétarisme. En fait, à chaque fois, les critiques, disons, déviaient du sujet ou se concentraient sur un élément comme le cartésianisme ou l'anticléricalisme, ou la critique du colonialisme, etc., qui sont des éléments qui sont importants dans le dialogue, mais qui ne sont pas du tout l'élément central. Jamais, en fait, le végétarisme n'avait été traité en tant que tel. Et jamais, en fait, la souffrance animale pouvait être présentée comme quelque chose de sérieux. Alors, cet aveuglement des critiques, qui d'ailleurs a beaucoup étonné Apulé et Voltaire, s'explique assez bien par le discrédit dont a très longtemps pâti la question animale dans le monde francophone et plus particulièrement en France, je dirais, et encore plus singulièrement dans le domaine des études littéraires. Alors, les choses sont en train de changer, fort heureusement. La question animale devient un sujet central. On se rend compte que, vraiment, lorsqu'on retire un petit peu ses œillères, on se rend compte que la littérature a le pouvoir d'embrasser non seulement le monde humain, l'expérience humaine, mais aussi peut permettre de recouvrir d'autres subjectivités, d'autres expériences. Et le très beau colloque qui est en train de se dérouler, qui commence aujourd'hui, est, je crois, un signe extrêmement encourageant de cette prise de conscience. Voilà, je vous remercie.